Bonsoir et bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver sur ce canapé de voyage au bout de la nuit. En ce moment, nous sommes en 1796 en compagnie de Diderot et de Jacques le fataliste et son maître. Nous nous étions arrêtés à la page 131 et nous allons reprendre. Et vous? Moi? Mon affaire est moindre encore. Après cette réponse, il se lève, pose son bonnet sur le lit, et à l'instant, ses 3 camarades de prison disparaissent. Quand j'entrais, j'avais trouvé Gousse en robe de chambre, assis à une petite table, traçant des figures de géométrie et travaillant aussi tranquillement que s'il eût été chez lui. Nous voilà seuls. Et vous, que faites-vous ici? Moi, je travaille, comme vous voyez. Et qui vous y a fait mettre? Moi. Comment vous? Oui, moi, monsieur. Et comment vous y êtes-vous pris? Comme je m'y serais pris avec un autre. Je me suis fait un procès à moi-même. Je l'ai gagné. Et en conséquence de la sentence que j'ai obtenue contre moi et du décret qui s'en est suivi, j'ai été appréhendé et conduit ici. Êtes-vous fou? Non, monsieur. Je vous dis la chose telle qu'elle est. Ne pourriez-vous pas vous faire un autre procès à vous-même, le gagner et en conséquence d'une autre sentence et d'un autre décret, vous faire élargir? Non, monsieur. Gousse avait une servante jolie et qui lui servait de moitié plus souvent que la sienne. Ce partage inégal avait trouvé la paix domestique. Quoique rien ne fût plus difficile que de tourmenter cet homme, celui de tout ce qui s'épouvantait le moins du bruit. Il prit le parti de quitter sa femme et de vivre avec sa servante. Mais toute sa fortune consistait en meubles, en machines, en dessins, en outils et autres effets mobiliers. Et il aimait mieux laisser sa femme toute nue que de s'en aller les mains vides. En conséquence, voici le projet qu'il conçut. Ce fut de faire des billets à sa servante, qui en poursuivrait le paiement et obtiendrait la saisie et la vente de ses effets, qui irait du pont Saint-Michel dans le logement où il se proposait de s'installer avec elle. Il est enchanté de l'idée. Il fait les billets, il s'assigne. Il a 2 procureurs. Le voilà courant chez l'un et chez l'autre, se poursuivant lui-même avec toute la vivacité possible, s'attaquant bien, se défendant mal. Le voilà condamné à payer sous les peines portées par la loi. Le voilà s'emparant en idée de tout ce qu'il pouvait y avoir dans sa maison. Mais il n'en fut pas tout à fait ainsi. Il avait affaire à une coquine très rusée qui, au lieu de le faire exécuter dans ses meubles, se jeta sur sa personne, le fit prendre et mettre en prison, en sorte que quelque bizarres que furent les réponses énigmatiques qu'il m'avait faites, elles n'en étaient pas moins vraies. Tandis que je vous faisais cette histoire, que vous prendrez pour un conte, est celle de l'homme à la livrée qui raclait de la basse. Lecteur, je vous la promets, d'honneur, vous ne la perdrez pas. Mais permettez que je revienne à Jacques et à son maître. Jacques et son maître avaient atteint le gîte où ils avaient la nuit à passer. Il était tard, la porte de la ville était fermée, et ils avaient été obligés de s'arrêter dans le faubourg. Là, j'entends un vacarme. Vous entendez? Vous n'y étiez pas? Il ne s'agit pas de vous? Il est vrai. Eh bien, Jacques, son maître, on entend un vacarme effroyable. Je vois 2 hommes. Vous ne voyez rien. Il ne s'agit pas de vous. Vous n'y étiez pas. Il est vrai. Il y avait 2 hommes à table, causant assez tranquillement à la porte de la chambre qu'ils occupaient. Une femme, les 2 poings sur les côtés, leur vomissait un torrent d'injures. Et Jacques essayait d'apaiser cette femme, qui n'écoutait non plus ces remontrances pacifiques que les 2 personnages à qui elle s'adressait, ne faisant attention à ses invectives. « Allons, ma bonne, lui disait Jacques, patience. Remettez-vous. Voyons, de quoi s'agit-il? Ces messieurs me semblent d'honnêtes gens.
d'honnêtes gens. Ce sont des brutaux, des gens sans pitié, sans humanité, sans aucun sentiment. Et quel mal leur faisait cette pauvre Nicole pour la maltraiter ainsi. Elle en sera peut-être estropiée pour le reste de sa vie. Le mal n'est peut-être pas aussi grand que vous le croyez. Le coup a été effroyable, vous dis-je. Elle en sera estropiée. Il faut voir. Il faut envoyer chercher le chirurgien. On y est allé. La faire mettre au lit. Elle y est et pousse des cris à fendre le cœur. Ma pauvre Nicole. Au milieu de ces lamentations, on sonnait d'un côté et l'on criait « Notre hôtesse, du vin !» Elle répondait « On y va !» On sonnait d'un autre côté et l'on criait « Notre hôtesse, du linge !» Elle répondait « On y va !» Les côtelettes et le canard, on y va. Un pot à boire, un pot de chambre, on y va, on y va. Et d'un autre coin du logis, un homme forcené criait « Maudit bavard, enragé bavard, de quoi te mêles-tu ? As-tu résolu de me faire attendre jusqu'à demain, Jacques, Jacques ?» L'hôtesse, un peu remise de sa douleur et de sa fureur, dit à Jacques « Monsieur, laissez-moi, vous êtes trop bon. »« Jacques, Jacques !» Courez vite. Ah, si vous saviez tous les malheurs de cette pauvre créature. Jacques, Jacques. Allez donc. C'est, je crois, votre maître qui vous appelle. Jacques, Jacques. C'était en effet le maître de Jacques, qui s'était déshabillé seul, qui se mourait de faim et qui s'impatientait de n'être pas servi. Jacques monta, et un moment après Jacques, l'hôtesse qui avait vraiment l'air abattue. Monsieur, dit-elle au maître de Jacques, mille pardons. C'est qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne saurait digérer. Que voulez-vous? J'ai des poulets, des pigeons, un rable de lièvre excellent, des lapins. C'est le canton des bons lapins. Aimeriez-vous mieux un oiseau de rivière? Jacques ordonna le souper de son maître, comme pour lui, selon son usage. On servit, et tout en dévorant, le maître disait à Jacques: « Et que diable faisais-tu là-bas? Peut-être bien, peut-être mal, qui le sait? Eh bien, ou quel bien, et quel mal faisais-tu là-bas? J'empêchais cette femme de se faire assommer elle-même par deux hommes qui sont là-bas et qui ont cassé tout au moins un bras à sa servante. Et peut-être serait-il pour elle un bien que d'être assommée, par des raisons meilleures les unes que les autres. Un des plus grands bonheurs qui me soit arrivé de ma vie, à moi qui vous parle, c'est d'avoir été assommée, à boire. Oui, monsieur, assommée sur ce grand chemin la nuit, en revenant du village. Comme je vous le disais, après avoir fait selon moi la sottise, selon vous, la belle œuvre de donner mon argent. Je me rappelle, à boire, et l'origine de la querelle que tu apaisais là-bas, et du mauvais traitement fait à la fille ou à la servante de l'hôtesse. Ma foi, je l'ignore. Tu ignores le fond d'une affaire et tu t'en mêles? Jacques, cela n'est ni selon la prudence, ni selon la justice, ni selon les principes. À boire. Je ne sais ce que c'est que des principes, sinon des règles qu'on prescrit aux autres pour soi. Je pense d'une façon et je ne saurais m'empêcher de faire d'une autre. Tous les sermons ressemblent au préambule des édits du roi. Tous les prédicateurs voudraient qu'on pratiquât leurs leçons parce que nous en trouverions mieux peut-être, mais eux à coup sûr, la vertu. La vertu, Jacques, c'est une bonne chose. Les méchants et les bons en disent du bien, à boire. Car ils y trouvent les uns et les autres leur compte. Et comment fût-ce un si grand bonheur pour toi d'être assommé? Il est tard. Vous avez bien soupé et moi aussi. Nous sommes fatigués tous les deux. Croyez-moi, couchons-nous. Cela ne se peut.
et l'hôtesse nous doit encore quelque chose. En attendant, reprends l'histoire de tes amours. » Où en étais-je ? Je vous prie, mon maître, pour cette fois-ci et pour toutes les autres, de me remettre sur la voie. Je m'en charge et pour entrer en ma fonction de souffleur, tu étais dans ton lit, sans argent, fort empêché de ta personne, tandis que la doctresse et ses enfants mangeaient le rôti au sucre. Alors on entendit un carrosse s'arrêter à la porte de la maison. Un valet entre et demande : « N'est-ce pas ici que loge un pauvre homme, un soldat qui marche avec une béquille, qui revint hier au soir d'un village prochain ? » « Oui, répondit la doctresse. Que lui voulez-vous ? » « Le prendre dans ce carrosse et l'amener avec nous. Il est dans ce lit. Tirez les rideaux et parlez-lui. » Jacques en était là lorsque l'hôtesse entra et leur dit : « Que voulez-vous pour dessert ? Ce que vous avez ? » L'hôtesse, sans se donner la peine de descendre, cria de la chambre : « Nanon, apporte des fruits, des biscuits, des confitures. » À ce mot de Nanon, Jacques dit à part lui : « Ah, c'est sa fille qu'on a maltraitée. On se mettrait en colère à moins ?» Et le maître dit à l'hôtesse : « Vous étiez bien fâchée tout à l'heure. » Et qui est-ce qui ne se fâcherait pas ? La pauvre créature ne leur avait rien fait. Elle était à peine entrée dans leur chambre que je l'entends jeter des cris. Mais des cris ! Dieu merci, je suis un peu rassurée. Le chirurgien prétend que ce ne sera rien. Elle a cependant 2 énormes contusions, l'une à la tête, l'autre à l'épaule. Y a-t-il longtemps que vous l'avez ? Une quinzaine au plus. Elle avait été abandonnée à la poste voisine. Comment abandonnée ? Et, mon Dieu, oui. C'est qu'il y a des gens qui sont plus durs que des pierres. Elle a pensé être noyée en passant la rivière qui coule ici près. Elle est arrivée ici comme par miracle. Et je l'ai reçue par charité. Quel âge a-t-elle ? Je lui crois plus d'1 an et demi. À ce mot, Jacques part d'un éclat de rire et s'écrie : « C'est une chienne !» La plus jolie bête du monde. Je ne donnerais pas ma Nicole pour 10 louis. Ma pauvre Nicole. Madame a le cœur tendre ? Vous l'avez dit, je tiens à mes bêtes et à mes gens. C'est fort bien fait. Et qui sont ceux qui ont si fort maltraité votre Nicole ? 2 bourgeois de la ville prochaine. Ils se parlent sans cesse à l'oreille. Ils s'imaginent qu'on ne sait ce qu'ils disent et qu'on ignore leur aventure, et qu'il n'y a pas plus de 3 heures qu'ils sont ici. Et il ne manque pas un mot de toute leur affaire. Elle est plaisante. Et si vous n'étiez pas plus pressé de vous coucher que moi, je vous la raconterai, tout comme leur domestique l'a dit à mes servantes, et s'est trouvé par hasard être à sa payse, qui l'a redit à son mari, qui me l'a redite. La belle-mère du plus jeune des 2 a passé par ici, il n'y a pas plus de 3 mois. Elle s'en est allée assez malgré elle, dans un couvent de province où elle n'a pas fait de vieux os. Elle y est morte. Et voilà pourquoi nos 2 jeunes gens sont en deuil. Mais voilà que, sans m'en apercevoir, j'enfile leur histoire. Bonsoir, messieurs, et bonne nuit. Vous avez trouvé le vin bon ? Très bon. Vous avez été content de votre souper ? Très content. Vos épinards étaient un peu salés. J'ai quelquefois la main lourde. Vous serez bien couchés, et dans des draps de lessive, ils ne servent jamais ici 2 fois. Cela dit, l'hôtesse se retira, et Jacques et son maître se mirent au lit en riant du quiproquo qui leur avait fait prendre une chienne pour la fille ou la servante de la maison, et de la passion de l'hôtesse pour une chienne perdue qu'elle possédait depuis 15 jours. Jacques dit à son maître, en attachant le serre-tête à son bonnet de nuit : « Je gagerais bien que, de tout ce qui a vie dans l'auberge, cette femme n'aime que sa Nicole. » Son maître lui répondit : « Cela se peut, Jacques, mais dormons. » Tandis que Jacques et son maître reposent,
je vais m'acquitter de ma promesse par le récit de l'homme de la prison, qui raclait de la basse, ou plutôt de son camarade, le sieur Gousse. Ce troisième, me dit-il, est un intendant de grande maison. Il était devenu amoureux d'une pâtissière de la rue de l'Université. Le pâtissier était un bonhomme qui regardait de plus près à son four qu'à la conduite de sa femme. Si ce n'était par sa jalousie, c'était son assiduité qui gênait nos deux amants. Que firent-ils pour se délivrer de cette contrainte? L'intendant présenta à son maître un placet où le pâtissier était traduit comme un homme de mauvaise mœurs, un ivrogne qui ne sortait pas de la taverne, un brutal qui battait sa femme, la plus honnête et la plus malheureuse des femmes. Sur ce placet, il obtint une lettre de cachet, et cette lettre de cachet, qui disposait de la liberté du mari, fut mise entre les mains d'un exempt, pour l'exécuter sans délai. Il arriva par hasard que cet exempt était l'ami du pâtissier. Il avait, de temps en temps, chez le marchand de vin, le pâtissier fournissait des petits pâtés. L'exempt payait la bouteille. Celui-ci, muni de la lettre du cachet, passe devant la porte du pâtissier et lui fait le signe convenu. Les voilà tous les deux occupés à manger et à arroser les petits pâtés, et l'exempt demandant à son camarade comment allait son commerce. Fort bien. S'il n'avait aucune mauvaise affaire, aucune. S'il n'avait point d'ennemis, il ne s'en connaissait pas. Comment il vivait avec ses parents, ses voisins, sa femme, en amitié et en paix. D'où peut donc venir, ajouta l'exempt, l'ordre que j'ai de t'arrêter. Si je faisais mon devoir, je te mettrais la main sur le collet, il y aurait là un carrosse tout prêt, et je te conduirais au lieu prescrit par cette lettre de cachet. Tiens, lis. Le pâtissier lut et pâlit. L'exempt lui dit « Rassure-toi, avisons seulement ensemble à ce que nous avons de mieux à faire pour ma sûreté et pour la tienne. Qui est-ce qui fréquente chez toi? Personne. Ta femme est coquette et jolie. Je la laisse faire à sa tête. Personne ne la couche-t-il en joue? Ma foi, non. Si ce n'est un certain intendant qui vient quelquefois lui serrer la main et lui débiter des sornettes, mais c'est dans ma boutique, devant moi, en présence de mes garçons. Et je crois qu'il ne se passe rien entre eux, qui ce soit en tout bien et en tout honneur. Tu es un bonhomme. Cela se peut, mais le mieux de tout point est de croire sa femme honnête. Et c'est ce que je fais. À cet intendant, à qui est-il? À Monsieur Saint-Florentin. Et de quel bureau croit-il que vienne la lettre de cachet? Des bureaux de Monsieur de Saint-Florentin, peut-être? Tu l'as dit. Oh, manger ma pâtisserie, baiser ma femme et me faire enfermer, cela est trop noir. Et je ne saurais le croire. Tu es un bonhomme. Depuis quelques jours, comment trouves-tu ta femme? Plutôt triste que gaie. Et l'intendant, y a-t-il longtemps que tu ne l'as pas vue? Hier, je crois, oui, c'était hier. N'as-tu rien remarqué? Je suis fort peu remarquant, mais il m'a semblé qu'en se séparant, il se faisait quelques signes de la tête, comme quand l'un dit oui et que l'autre dit non. Quelle était la tête qui disait oui? Celle de l'intendant. Ils sont innocents. Ou ils sont complices. Écoute, mon ami, ne rentre pas chez toi. Sauve-toi en quelque lieu de sûreté, au temple, dans l'abbaye, où tu voudras. Et cependant, laisse-moi faire. Surtout, souviens-toi bien de ne pas montrer et de me taire. C'est cela. Au même moment, la maison du pâtissier est entourée d'espions, des mouchards, sous toutes sortes de vêtements, s'adresse à la pâtissière et lui demande son mari. Elle répondit à l'un qu'il est malade, à un autre qu'il est parti pour une fête, à un troisième pour une noce. Quand il reviendra? Elle n'en sait rien.
Le troisième jour, sur les 2 heures du matin, on vient avertir l'exempt qu'on avait vu un homme le nez enveloppé dans un manteau, ouvrir doucement la porte de la rue et se glisser doucement dans la maison du pâtissier. Aussitôt, l'exempt, accompagné d'un commissaire, d'un serrurier, d'un fiacre et de quelques archers, se transporte sur les lieux. La porte est crochetée. L'exempt et le commissaire montent à petit bruit. On frappe à la chambre de la pâtissière, point de réponse. On frappe encore, point de réponse. À la 3e fois, on demande du dedans. « Qui est-ce ? Ouvrez !»« Qui est-ce ? Ouvrez, c'est de la part du roi. » « Bon, » disait l'intendant à la pâtissière avec laquelle il était couché. « Il n'y a point de danger. C'est l'exempt qui vient pour exécuter son ordre. Ouvrez, je me nommerai. Il se retirera et tout sera fini. » La pâtissière, en chemise, ouvre et se remet dans son lit. « Où est votre mari ? Il n'y est pas. Qui est-ce qui est donc là ? C'est moi, je suis l'intendant de monsieur de Saint-Florentin. Vous mentez, vous êtes le pâtissier, car le pâtissier est celui qui couche avec la pâtissière. Levez-vous, habillez-vous et suivez-moi. » Il fallut obéir. On le conduisit ici. Le ministre instruit de la scélératesse de son intendant a approuvé la conduite de l'exempt qui doit venir ce soir à la chute du jour le prendre pour cette prison pour le transférer à Bicêtre, où, grâce à l'économie des administrateurs, il mangera son quarteron de mauvais pain, son once de vache, et raclera de sa basse du matin au soir. Si j'allais aussi mettre ma tête sur un oreiller en attendant le réveil de Jacques et de son maître, qu'en pensez-vous ? Le lendemain, Jacques se leva du grand matin, mit la tête à la fenêtre pour voir quel temps il faisait. Vit qu'il faisait un temps détestable, se recoucha et nous laissa dormir, son maître et moi, tant qu'il nous plut. Jacques, son maître, et les autres voyageurs qui s'étaient arrêtés au même gîte, crurent que le ciel s'éclaircirait sur le midi. Il n'en fut rien, et la pluie de l'orage ayant gonflé le ruisseau qui séparait le faubourg de la ville, au point qu'il eût été dangereux de le passer, tous ceux dont la route conduisait de ce côté prirent le parti de prendre une journée et d'attendre. Les uns se mirent à causer, d'autres à aller, à venir, à mettre le nez à la porte, à regarder le ciel et à rentrer en jurant et en frappant du pied, plusieurs à politiquer et à boire, beaucoup à jouer, le reste à fumer, à dormir et à ne rien faire. Le maître dit à Jacques : « J'espère que Jacques va reprendre le récit de ses amours et que le ciel, qui veut que j'aie la satisfaction d'en entendre la fin, nous retient ici et par le mauvais temps. » Le ciel qui veut. On ne sait jamais ce que le ciel veut ou ne veut pas. Et il n'en sait peut-être rien lui-même. Mon pauvre capitaine, qui n'est plus, me l'a répété 100 fois. Et plus j'ai vécu, plus j'ai reconnu qu'il avait raison. À vous, mon maître. J'entends. Tu en étais au carrosse et au valet, à qui la doctresse a dit d'ouvrir ton rideau et de te parler. Ce valet s'approche de mon lit et me dit : « Allons, camarade, debout. Habillez-vous et partons. » Je lui répondis d'entre les draps et la couverture dont j'avais la tête enveloppée, sans le voir, sans en être vu : « Camarade, laissez-moi dormir et partez. » Le valet me réplique qu'il a les ordres de son maître et qu'il faut qu'il les exécute. Et votre maître, qui ordonne d'un homme qu'il ne connaît pas, a-t-il ordonné de payer ce que je dois ici ? C'est une affaire faite. Dépêchez-vous, tout le monde vous attend au château. Ou je vous réponds que vous serez mieux qu'ici, si la suite répond à la curiosité qu'on a de vous voir. Je me laisse persuader, je me lève, je m'habille, on me prend sous le bras. J'avais fait mes adieux à la doctresse et j'allais monter en carrosse, lorsque cette femme, s'approchant de moi, me tire par le manche et me prie de passer dans un coin de la chambre, qu'elle avait un mot à me dire. Là, notre amie, ajouta-t-elle, vous n'avez point, je crois,
à vous plaindre de nous. Le docteur vous a sauvé une jambe. Moi, je vous ai bien soigné et j'espère qu'au château, vous ne nous oublierez pas. Qui pourrais-je pour vous? Demandez que ce fût mon mari qui vint pour vous y penser. Il y a du monde là. C'est la meilleure pratique du canton. Le Seigneur est un homme généreux. On en est grassement payé. Il ne tiendrait qu'à vous de faire notre fortune. Mon mari a bien tenté à plusieurs reprises de s'y fourrer, mais inutilement. Mais, madame la doctresse, n'y a-t-il pas un chirurgien du château? Assurément. Et si cet autre était votre mari, seriez-vous bien aise qu'on le desservît et qu'il fût expulsé? Ce chirurgien est un homme à qui vous ne devez rien, et je crois que vous devez quelque chose à mon mari. Si vous allez à 2 pieds comme ci-devant, c'est son ouvrage. Et parce que votre mari m'a fait du bien, il faut que je fasse du mal à un autre, encore si la place était vacante. Jacques allait continuer lorsque l'hôtesse entra tenant entre ses bras Nicole emmaillotée. La baisant, la plaignant, la caressant, lui parlant comme à son enfant. Ma pauvre Nicole, elle n'a eu qu'un cri de toute la nuit. Et vous, messieurs, avez-vous bien dormi? Très bien. Le temps est pris de tous côtés. Nous en sommes assez fâchés. Ces messieurs vont-ils loin? Nous n'en savons rien. Ces messieurs suivent quelqu'un? Nous ne suivons personne. Ils vont ou ils s'arrêtent selon les affaires qu'ils ont sur la route? Nous en avons aucune. Ces messieurs voyagent pour leur plaisir ou pour leur peine? Je souhaite que ce soit le premier. Votre souhait n'y fera pas un zeste. Ce sera selon qu'il est écrit là-haut. Oh, c'est un mariage? Peut-être que oui, peut-être que non. Messieurs, prenez-y garde. Cet homme qui est là-bas, et qui a si rudement traité ma pauvre Nicole, en a fait un bien saugrenu. Viens, ma pauvre bête, viens que je te baise. Je te promets que cela n'arrivera plus. Voyez comme elle tremble de tous ses membres. Et qu'a donc de si singulier le mariage de cet homme? À cette question du maître de Jacques, l'hôtesse dit: J'entends du bruit là-bas. Je vais donner mes ordres. Et je reviens vous conter tout cela. Son mari, las de crier « Ma femme !» monte, et avec lui son compère, qui lui ne voyait pas. L'hôte dit à sa femme « Eh, que diable faites-vous là ?» Puis se retournant et apercevant son compère « M'apportez-vous de l'argent ?»« Non, compère, vous savez bien que je n'en ai point. »« Tu n'en as point ?» Je saurais bien en faire avec ta charrue, tes chevaux, tes bœufs et ton lit. Comment, gredin? Je ne suis point un gredin. Et qui es-tu donc? Tu es dans la misère, tu ne sais où prendre de quoi ensemencer tes champs, ton propriétaire, las de te faire des avances, ne te veut plus rien donner. Tu viens à moi, cette femme intercède, cette maudite bavarde, qui est la cause de toutes les sottises de ma vie, me résous à te prêter et je te prête. Tu promets de me rendre, tu me manques 10 fois. Oh, je te promets, moi, que je ne te manquerai pas. Sors d'ici. Jacques et son maître se préparaient à plaider pour ce pauvre diable, mais l'hôtesse, en posant le doigt sur sa bouche, leur fit signe de se taire. Sors d'ici. Compère, tout ce que vous dites est vrai. Il est aussi que les huissiers sont chez moi, et que dans un moment nous serons réduits à la besace, ma fille, mon garçon et moi. C'est le sort que tu mérites. Qu'es-tu venu faire ici ce matin? Je quitte le remplissage de mon vin, je remonte de ma cave et je ne te trouve point. Sors d'ici, te dis-je. Compère, j'étais venu. J'ai craint la réception que vous me faites. Je m'en suis retournée et je m'en vais. Et moi aussi, je m'en vais, puisque dans l'oreillette, on me dit que c'est la fin de cette édition de Voyage au bout de la nuit. Bien sûr, j'attends vos histoires, vos récits, un petit mot, un petit coucou
sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous dis à très bientôt, et bonne nuit à tous.